On va travailler sur ce que j'appelle des situations particulières et on va s'apercevoir que ces situations particulières, elles prennent de plus en plus de temps dans le déroulement d'un match. Et donc, je pense qu'il est fondamental pour les entraîneurs de se pencher sur ces problématiques-là parce qu'elles représentent maintenant, on va le voir au fur et à mesure que je vais développer mon propos, elles représentent pratiquement le tiers du temps de jeu, c'est-à-dire une vingtaine de minutes entre les différentes situations particulières, hors du jeu, du contexte habituel du 6 contre 6 plus un gardien. Et donc, je pense que c'est important pour les gardiens de but, pour les entraîneurs, pardon, de se pencher sur cette problématique parce que c'est fondamental, à mon sens, s'ils veulent gagner des matchs. Donc, je vous ai simplement mis quelques thèmes qu'on pourrait classer dans les situations particulières. Donc, il faut jouer à certains moments à 1 de plus en attaque, à certains moments à 1 de plus en attaque à 6 contre 5 et à certains moments à 7 contre 6. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je prendrai 2 exemples sur chacune de ces 2 problématiques. De temps en temps, vous pouvez avoir un de vos joueurs qui est pris en individuel strict. De temps en temps, vous pouvez avoir 2 joueurs pris en individuel strict. Ça, c'est pour le côté de l'attaque. Concernant la défense, il y a l'inverse, évidemment. On peut être amené à jouer à 1 de moins lorsqu'on a un joueur exclu chez nous, ou lorsque l'adversaire joue à 1 de plus, ou lorsque, éventuellement, c'est nous qui sommes en supériorité défensive, même si ça arrive rarement, puisque maintenant, on peut changer le gardien. En général, les équipes jouent à 6 contre 6. J'ai mis juste un petit encart au-dessus, à titre d'exemple, au dernier championnat du monde en 2021, là, au mois de janvier, il y a eu un match sur lequel il y avait 16 exclusions données par les arbitres. Ce qui veut dire qu'il y a 32 minutes où vous jouez soit en sous-nombre, soit en surnombre, sachant qu'à certains moments, il peut y avoir des exclusions des 2 côtés. Mais donc, ce sont des situations particulières malgré tout. Alors, par rapport à ça, là, plusieurs éléments. On a en moyenne 5 à 6 exclusions. On verra une enquête par la suite sur la LNH sur une même rencontre. Le règlement nous donne la possibilité maintenant de jouer à 7 contre 6. Je vous renvoie au match que vous aviez vécu entre la Belgique et la France, où la Belgique a joué pendant 1 heure à 7 contre 6. Et donc, il faut que l'entraîneur soit capable soit de mettre en place, soit éventuellement de défendre un de moins contre cette stratégie. On l'a dit, être capable de défendre avec une prise en strict ou 2. Et donc, comme je le disais, c'est plus d'un tiers du temps qui peut s'effectuer dans une situation particulière. Il est donc très important que dans votre boîte à outils et dans votre projet de jeu, vous ayez réfléchi à ça et que vos joueurs aient travaillé dessus. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par le jeu en supériorité numérique à 6 contre 5. Vous n'hésiterez pas à poser des questions, on s'arrêtera s'il le faut. Donc, je vous ai dit qu'on avait fait une étude l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus exactement, sur 8 matchs des finales forts de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe et de la Coupe européenne. Il y a une moyenne de 7,25 exclusions en moyenne par match sur les 8 matchs. Ce qui veut dire qu'il y a certains matchs où il y en a plus, il y en a certains où il y en a moins. Mais c'est une moyenne de 15 minutes de jeu en infériorité ou en supériorité numérique pour un match. Donc, un quart du temps se passe dans une situation particulière de jeu, supériorité ou infériorité numérique. Et l'enquête montre que l'équipe en supériorité numérique a eu 2 possessions de balles dans 72,5% des cas, ce qui veut dire qu'à certains moments, elle a 3 possessions de balles. Donc, il est important, si vous avez 3 possessions de balles, 1 de plus, d'être capable de marquer avec un pourcentage relativement important. L'équipe en infériorité numérique, elle a eu 1 possession de balle dans 55% des cas. Donc, dans 45% des cas, elle a également 2 possessions de balle. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment faire jouer l'équipe à 1 de moins sur les 2 ballons en question. Je vous ai mis un petit historique rapidement. Vous le retrouverez puisque c'est enregistré simplement sur l'évolution des exclusions. Vous voyez que ça commence en 54 et puis que ça va crescendo. Je passe rapidement. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Et puis par la suite apparaît la possibilité de faire sortir le gardien de but et de le remplacer en attaque par un joueur de champ. Mais celui-ci est tenu de porter une chasuble. On verra ça tout à l'heure. Et donc, ce changement, s'il ne peut pas être effectué par le repli défensif, il faut que le joueur aille dans le but. Depuis 2016, les Jeux Olympiques de Rio, vous savez que maintenant, le gardien de but n'est plus obligé de porter peut sortir et le joueur n'est plus obligé de porter une chasuble et qu'on peut remplacer par un joueur. Donc, on va passer rapidement. Le premier choix pour l'entraîneur par rapport à ces situations de 6 contre 5, c'est qu'il a 3 choix possibles. Soit il joue sur ce qu'on appelle un jeu libre. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Soit il joue sur un jeu qui est plus dit programmé, soit il alterne jeu programmé et jeu libre. Donc, on va essentiellement se pencher sur les 2 premiers points, le jeu libre et le jeu programmé. Donc, dans le jeu libre,
eh ben, on joue en général dans les intervalles. Chaque joueur a un intervalle à attaquer. Et donc, ici, vous voyez que chacun joue dans un espace qui est en face de lui par rapport aux 5 défenseurs, sachant que le pivot a son propre intervalle. Et que, deuxième principe, on n'attaque jamais dans l'intervalle du pivot. L'intervalle du pivot, c'est pour le pivot. Alors, vous le verrez peut-être, pardon, à plus haut niveau, à certains moments, il y en a quand même qui attaquent dans l'intervalle du pivot, mais normalement, dans la formation et dans les stratégies, on dit chacun attaque dans son espace et on essaye de trouver un intervalle libre à un moment donné. Donc, ça veut dire que sur ces situations de surnombre, je vous renvoie aux principes généraux du jeu. Il n'y a pas lieu de faire des croisés, il n'y a pas lieu de faire des blocages. Même si vous voyez ça de temps en temps au plus haut niveau, a priori, ce n'est pas nécessaire pour les joueurs de travailler sur des croisés ou sur des blocages. La simple attaque de l'intervalle doit suffire à résoudre la situation. Je vais vous présenter un premier 6 contre 5 qui a été utilisé et qui est toujours utilisé par la France avec un taux de réussite assez exceptionnel. Et pourtant, ça part de quelque chose d'assez simple. C'est un simple croisé entre un pivot et une demi-centre. C'est un départ de Yago si vous préférez, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner. Donc vous voyez qu'ici, la balle part ici de la demi-centre, qui donne la balle au pivot qui est là, qui va venir jouer dans cet espace ici, la demi-centre croisant et venant jouer dans cet espace central. Donc je vous propose une première sortie. Je vais peut-être travailler sur des arrêts sur image et sur avancer au ralenti, comme ça on évitera les histoires de saccades. Donc, vous voyez que la pivot, elle arrive tranquillement, elle se prépare, elle avance, elle vient ici, et ici, voilà, on a quelqu'un qui arrive. Donc, la pivot va aller se mettre dans l'intervalle de 3, et là, c'est cette joueuse qui doit choisir ce qu'elle va faire. Donc là, on voit que sur cette situation-là, c'est la numéro 2, ici, qui est venue sur le pivot, donc on a un gros décalage sur la droite qui va permettre de sortir la balle pour aller prendre l'intervalle et tirer et marquer un but. Donc, je vais vous le repasser à vitesse réelle. J'espère que ça ne va pas trop s'accabler. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, où est ma souris? Elle est là. Voilà, petit croisé. Sortie de balle et tiré. Voilà. Deuxième possibilité, on est toujours sur ce même croisé. C'est une simple petite relation à 2. Hein. Donc, on arrive là. La pivot est dans l'espace central. On a toujours la solution, mais le numéro 1 est venu fermer. Et à ce moment-là, il y a une sortie de balle à l'aile. Et on se retrouve avec un tir en situation de décalage et un but derrière. C'est tout à fait juste de la part des joueuses. Et vous voyez que la sortie de balle s'effectue proprement quand on a accéléré le jeu. Je vais simplement vous la repasser parce qu'il y a quelque chose quand même qui me semble hyper important. Se positionne voilà. À l'extérieur, elle sort en Yago. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut que les joueurs soient tous au parfum de ce qui arrive là. C'est-à-dire que cette joueuse, vous voyez qu'elle est déjà sur le croisé, elle est déjà en train de s'engager. On ne le voit pas très bien ici. Celle-ci, là, à gauche, s'engage un petit peu moins vite, mais c'est normal. On le verra mieux sur une autre vidéo. Bon, troisième possibilité. Voilà, on a toujours notre joueuse qui arrive. Voilà. Vous voyez que ça part plus ou moins… Là, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que l'arrière droite sur ce croisé s'engage relativement tôt parce que la passe va être courte. Par contre, l'autre part de beaucoup plus loin. Elle va venir attaquer dans cet intervalle, mais s'il doit y avoir une passe de renversement, il faut le temps qu'elle s'effectue, la passe de renversement. Donc, ce n'est pas la peine qu'elle arrive trop tôt. Il vaut mieux qu'elle arrive avec de la vitesse. On va voir ça après. Et là, cette fois-ci, elle choisit de donner au pivot. Parce que cette fois, ce n'est pas le numéro 2 qui est venu, c'est le numéro 3 qui est venu sur elle. Donc, elle donne la balle au pivot et le défenseur est en zone et fait une faute. Donc, on va se retrouver avec un penalty derrière. Mais la situation est résolue. Alors, situation suivante. Voilà. On a toujours notre croisé, c'est toujours les mêmes joueuses. Voilà, ce n'est pas la même arrière droite. Elle vient toujours fixer dans la partie centrale. C'est la numéro 3 qui vient. La numéro 2 vient sur le pivot. Elle renverse sur l'arrière gauche qui arrive avec beaucoup d'élan. La numéro 1 ne vient pas fermer, donc elle va prendre l'extérieur
et elle tire. Ah, je vais vous le... Merde. Pardon, je vais vous le repasser. Alors, ce qui est vraiment très important ici, c'est que vous voyez qu'elle prend quand même la balle à distance, mais c'est normal qu'elle prenne la balle à distance, parce que si elle arrive trop tôt et que la numéro 1 est sortie en face d'elle, elle va se faire emplâtrer par la numéro 1, elle va se faire pourrir le ballon. Donc elle arrive avec de la vitesse et elle regarde ce qui se passe dans l'intervalle 1-2. Si l'intervalle 1-2 est ouvert, elle accélère pour aller dedans. Si la numéro 1 ferme l'intervalle, elle pourra toujours lâcher le ballon à l'aile. Si elle arrive plus tôt et qu'elle prend le ballon ici, elle risque de se faire attraper balle en main sur la trajectoire de balle. OK? Alors, situation suivante. On est dedans. Voilà. Toujours notre petit croisé. Contre la Russie. Elle arrive, elle feinte le renversement, elle donne le renversement. Vous voyez que l'intervalle est ouvert, mais cette fois-ci, la numéro 1 vient fermer, et à ce moment-là, il y a décalage. Et vous voyez qu'on est bien sur du jeu programmé, mais on est sur du jeu programmé où chaque joueuse sait exactement quel est son rôle et ce qu'elle a à faire. Et ça demande du temps de travail, ça demande de la répétition. C'est parfait pour le tir. Voilà. Alors, il est possible aussi, on va le voir ici, donc on a nos 5 joueuses, on est contre les Hollandaises cette fois-ci, toujours le petit croisé, le pivot va gagner dans la position 2-3, on s'oriente, c'est pas possible de jouer à droite parce que la numéro 2 à droite est en face de son adversaire, et donc s'il y a sortie de balle à droite, il n'y a pas décalage, donc la situation elle est plutôt en renversement, sachant que cette joueuse ici est attirée par le pivot. On va s'apercevoir que la numéro 3 veut anticiper sur le pivot pour qu'elle puisse venir ici. Et à ce moment-là, la porteuse de balle voit que ça s'ouvre devant elle et elle choisit d'aller au tir. On va le repasser à vitesse réelle, si vous voulez bien. Voilà. Alors, on enchaîne. Pour être à 2-3 buts. Toujours notre petit croisé, toujours les mêmes joueuses. Elle arrive, et cette fois-ci, elle s'aperçoit que la numéro 1, ici en défense, l'ailière, anticipe un petit peu sur la trajectoire, que c'est ouvert complètement à droite, et donc elle passe la balle directement. On est toujours sur le même match contre la Russie. Hein. Voilà, je vais vous le repasser. Pour être à 2-3 buts et ainsi laisser les Russes commencer à douter. Ouais, super ballon libéré par. Commence bien cette seconde période, les Françaises, avec justement des changements. Voilà. Alors, on enchaîne. Ces 2 buts d'avance. On est toujours avec les mêmes joueuses. Le petit croisé. Et cette fois-ci, elle choisit de renverser directement à l'aile. Ça ne fonctionne pas, visiblement, mais la situation pouvait être là parce que on va regarder la réaction du numéro 1 à droite, là-bas, qui en a marre de se faire prendre des renversements sur la tête et qui va dissuader un petit peu la passe, le renversement de passe à l'aile. Et à ce moment-là, la demi-centre va choisir de renverser directement sur l'aile gauche. Comme ça ne fonctionne pas, les joueuses ont travaillé là-dessus, elles enchaînent, ça ne marche pas, continuité du jeu, croisé, 1 contre 1 et but. Donc, vous voyez qu'elles ont aussi travaillé sur l'adaptation et la continuité du jeu au cas où elles ne trouvent pas la sortie de suite. Voilà. On va encore une autre. Toujours notre croisé. Mais avec enchaîné un camp croisé, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin de croisé, mais le croisé va permettre de créer un vrai point de fixation dans la partie centrale et on se retrouve avec un gros 2 contre 1 sur le côté gauche avec un décalage et un tir de l'aile à suivre. Voilà, je vais vous le remettre.
Crumbles qui le dit parfois pendant ces temps morts, pour jouer aussi avec la tête. Il le disait à Roland Canor, notamment lors de la Golden League. Il n'aime pas shooter au-dessus d'une fille qui fait 2 mètres. Voilà, là c'est bien joué, le décalage est parfait. Et Manon, c'est absolument parfait. Ouais, le deuxième but pour les Liens Messi. Regardez, elle saute, elle attend, elle se décale en... Bon. On se récapitule. Le petit croisé, les sorties de balle. Petit croisé ici avec le pivot. Première sortie de balle possible, le tir. Dans l'intervalle, 3-2 ici. Ce n'est pas possible parce que la numéro 2 vient fermer, la numéro 2 de défense, décalage sur la droite, avec prise d'intervalle ici, ou passe là-bas. Vous voyez que le positionnement des joueuses, chacune remplit bien sa tâche. Les 2 ailières sont au point de corner pour écarter au maximum et ne viennent pas nous casser les pieds dans la partie centrale. L'arrière droite est relativement proche à la sortie du croisé pour pouvoir accélérer dans cet intervalle-là. Et cette joueuse-là, par contre, prend un temps de recul pour arriver plus tardivement dans la mesure où elle laisse le temps du choix pour cette joueuse qui explore d'abord « je peux tirer, je peux jouer à droite, je ne peux pas jouer à droite, je joue vers la gauche ». Première solution, en remettant au pivot si c'est ce joueur qui vient défendre. Deuxième solution, renversement ici, mais si ce joueur est sorti ici en interception ou en dissuasion, je joue directement là-bas. Voilà. Donc, vous avez toutes les solutions. Par contre, ce qu'on peut remarquer en ce qui concerne l'équipe de France, et là, je pense que franchement, chapeau à Olivier Crumbles parce qu'on a l'impression d'être à l'école, quoi. Tout est propre, toutes les sorties de balles sont données proprement, les timings d'engagement sont justes, les lieux d'engagement sont justes, et ça, franchement, ça demande un vrai travail. Il se trouve que cette compétition, c'est 2018 en France, et que le temps consacré par la France à la préparation d'un championnat d'Europe qui a lieu à domicile a été vraiment conséquent. Le championnat de France a été adapté pour libérer les joueuses et qu'ils ont eu du temps pour peaufiner un petit peu leur travail. Deuxième remarque, la situation fonctionne très bien, essentiellement avec 7 demi-centres. Lorsque c'est une autre demi-centre, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien. D'où l'importance du choix du joueur qui va avoir la clé de la sortie de balle à un moment donné. C'est lui qui a les clés du camion et c'est lui qui doit faire le choix le plus judicieux possible. Donc là, il ne faut pas se tromper et il faut, 1, avoir la joueuse qui joue juste ici et il faut, 2, que les autres se mettent vraiment au diapason pour savoir quel est leur rôle et quelle est leur tâche exacte. On est vraiment ici sur du jeu programmé, mais qui est très bien exécuté. Ça veut dire ça me renvoie à des considérations un petit peu plus sur l'apprentissage. Pendant très longtemps, on a dit qu'au niveau de l'apprentissage, le joueur, il lisait et en fonction de ce qu'il lisait du jeu, il réagissait. Aujourd'hui, on pense plutôt, alors bon, là c'est moi qui me positionne, hein, mais c'est les neuros qui nous parlent de ça aussi. On pense plutôt que le joueur agit avec des automatismes qu'il se crée petit à petit par rapport à la reconnaissance qu'il a de certaines situations. C'est-à-dire que je reconnais des situations que j'ai déjà vécues ou pratiquées à l'entraînement et je connais un petit peu tout ce qui peut arriver et qui risque de contrarier la sortie de balle que j'avais projetée, mais j'ai la connaissance de ce qu'il faut faire derrière pour remédier à la situation. Un petit peu, je prends toujours cet exemple, je dois vous casser les pieds un petit peu avec ça, comme quand je conduis avec mon automobile. Au début, c'est un petit peu compliqué dans mes prises d'information et au bout d'un moment, j'ai tous les automatismes au niveau des savoir-faire, des outils techniques qui me permettent de réagir à toutes les situations qui se présentent à moi. Mais je peux réagir à toutes les situations qui se présentent à moi, y compris quand je roule sur de la neige, par exemple, parce que ce sont des situations que j'ai vécues. La première fois que je vais rouler sur de la neige, eh ben, ça va être un petit peu craignos, quoi. Mais si j'habite dans les Vosges ou dans les Alpes, eh ben, au bout d'un moment, c'est une situation que je connais et que je maîtrise, et elle ne me pose quasiment plus de problème, quoi. D'où l'importance de l'entraînement, c'est-à-dire mettre les joueurs dans des situations dans lesquelles ils retrouvent les mêmes problématiques, avec certaines variables, certains éléments qui changent à certains moments, mais que je connais et que je peux maîtriser parce que j'ai déjà vécu ça et que je suis capable de réagir rapidement. Et le haut niveau nécessite de réagir rapidement. Donc là, on a pris le cas
d'une joueuse ici, demi-centre, qui a les clés du camion et qui choisit. Je crois que ce sont les Brésiliennes ou les Brésiliens qui les premiers ont travaillé sur ce type de relation. Enfin, peu importe, ça se fait sur plusieurs équipes. Voilà, on va passer assez rapidement là-dessus. Je vais vous proposer une deuxième situation. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, hein. Je vais vous prendre une situation qu'on appelle l'islandais en France. Alors, on l'appelle l'islandais parce que certainement, c'est eux qui ont commencé à faire ça. Donc, j'ai une vidéo avec ce type d'images là, mais qui ne sont pas très bonnes. Donc, j'en ai trouvé d'autres sur d'autres équipes. Et on va plutôt utiliser à certains moments les images des autres équipes parce qu'elles sont un petit peu plus propres. En fait, cet Islandais, c'est un simple croisé ici, vous voyez, avec de demi-centre avec l'arrière droit, avec un joueur exceptionnel qui s'appelait Stefansson, qui a été élu meilleur joueur du monde, qui va être lui le dépositaire du jeu et qui va être en mesure de faire des choix. Sur ce croisé demi-centre arrière droit, l'arrière gauche qui est ici va venir attaquer dans la partie centrale du terrain. Et on va voir un petit peu comment ça s'organise, sachant que pratiquement toutes les équipes au plus haut niveau mondial, dont je vous ai mis l'Islande, l'Allemagne, la Serbie, la France, tout le monde a utilisé ce 6 contre 5 à un moment donné, peu ou prou, mais par exemple la France a changé par la suite, c'était Karabatic, porteur de balle, qui choisissait, ou le Danemark, c'est Hansen qui choisit. Donc vous avez ici par exemple l'Islandais utilisé par la France, donc vous voyez qu'il y a un croisé sur le côté droit ici entre Mahé et Seremi, là, et que vous avez ici l'arrière gauche qui se prépare à venir courir dans la partie centrale pour exploiter un 3 contre 2 sur ce côté-là. Vous avez ici l'équipe d'Allemagne qui joue sur ce croisé avec une arrivée d'un joueur, vous voyez, qui fait une grande course par ici pour venir par là. Et vous avez par exemple la Serbie, où c'est la même chose, il y a ce croisé ici et une course de ce joueur dans la partie centrale. Le pivot est toujours entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est important à dire, donc croisé à l'opposé du pivot. On essaye de travailler à 3 contre 3 ici pour exploiter un 3 contre 2 de ce côté-là. Mais on va voir qu'il y a des exploitations possibles dans ce secteur-là également en fonction des réactions de la défense. Donc la première situation, on va la voir. Donc c'est l'Allemagne. Voilà. On va y aller doucement, on écarte. Voilà. Le demi-centre vient croiser. L'arrière vient du Diable Vauvert. Ouais, le numéro 3 est venu sur le croisé. L'arrière arrive plein centre et il n'y a personne qui monte. Donc, il peut tirer fort sans être gêné. Je vous le repasse. Mais une nouvelle fois, il faut que chacun soit exactement dans les timings d'engagement. Voilà, ouais, il n'y a pas de temps mort. Tout se fait de façon assez fluide. On va passer à la deuxième situation. C'est toujours l'Allemagne. Donc, on a notre croisé ici. Le numéro 3 est toujours venu. Le numéro 2 sort. Et à ce moment-là, le pivot a gagné la position sur le numéro 1. Il est beaucoup plus lourd que lui. Et il va marquer le but. On va le repasser. Had a 2-minute suspension just before the break. And it's Matthias Musche who's in the left wing. His first real involvement of the game. He was on for a couple of minutes earlier on. Ball into the line. Yannick Kohlbacher. Okay. And he gets it. Alors, là, j'ai dû revenir sur ma vidéo des Islandais parce que je n'ai pas trouvé mieux dans les autres vidéos. Donc, ce n'est pas très, très bon en termes de qualité, mais vous allez comprendre, je pense, ce qui se passe. Donc, on a toujours notre croisé entre l'arrière. Voilà. On a toujours la passe à l'arrière gauche qui vient plein centre. Il n'a pas envie de tirer, mais il pourrait, mais bon, il y a un défenseur en face de lui. Le pivot est pris en charge par le numéro 1 de défense. Et donc, à ce moment-là, l'arrière gauche choisit de renverser sur l'ailier gauche qui a un quart de terrain pour aller marquer un but. On va le revoir. Alors, je vous assure que c'est vrai. Sur cette vidéo que j'ai faite sur les Islandais, là, dans le même match, quasiment contre la même équipe, ils montent toutes les sorties de balles possibles et ils marquent à chaque fois. Il y a une fois, je crois, où ils sont en échec au tir, mais avec un joueur à 6 mètres. Ça veut dire que leur régulation du jeu à 6 contre 5 est parfaite et totalement maîtrisée et que donc ils ont dû y passer du temps. Bon, on va voir ici la France. On a Mahé qui travaille pour Remy.
Voilà. Et ici, l'arrière droit, il choisit de passer directement à l'aile gauche avec un tir de l'ailier gauche. On va le repasser. Et donc, celui qui décide, c'est le premier porteur. Voilà. Il faut qu'il ouvre ses yeux et qu'il regarde où il faut mettre le ballon. Alors, bien entendu, comme pour la demi-centre tout à l'heure, si personne ne vient, l'arrière droit peut tirer et marquer le but. Donc là, c'est assez caractéristique, c'est-à-dire que le joueur est capable de regarder ce qui se passe. Regardez ce qui se passe sur le défenseur numéro 3, au centre, là, le défenseur central numéro 3. Hein, c'est parti. Voilà. En fait, il n'a pas envie que la balle aille sur l'arrière gauche, donc il tente une espèce d'interception, dissuasion, là. Et le porteur de balle voit que ça ne vient pas. Le numéro 2 est aspiré un peu par le pivot et il vient tirer quasiment à 6 mètres. Alors, bien entendu, autre solution, le croisé s'effectue. C'est le numéro 2 qui vient. Eh ben, on remet à celui qui a croisé et on tire. Voilà. Alors, on va en voir encore un petit. Le croisé. Mais cette fois-ci, l'arrière, il vient au centre. Et le numéro 1 vient fermer sur le pivot. Enfin, pas sur le pivot, sur le demi-centre qui est rentré. Et il renverse carrément sur l'ailier droit, qui, de nouveau, a un angle pas possible pour tirer. Et là, moi, si je suis entraîneur, je l'engueule. Il n'a pas à tirer là. Il a encore 2 mètres pour venir à l'intérieur. Là. Il choisit de venir tirer là. Et évidemment, il se casse les dents sur au meilleur. Et là, moi, il se fait pourrir. C'est vraiment une grosse faute technico-tactique de l'ailier. Ou alors, il est très présomptueux et il pense pouvoir s'en sortir tout seul. Alors, on revient sur notre situation. Donc, on a notre croisé ici et notre porteur de balle qui arrive. Il peut choisir de tirer. Il peut choisir de remettre à l'arrière latéral qui revient dans la partie centrale. Il peut choisir de remettre au demi-centre qui a croisé, donc qui va se retrouver dans ce secteur-là. Il peut choisir de remettre directement à l'aile là-bas, ou il peut choisir de renverser sur cet ailier-là. Encore faut-il avoir Stephenson dans son équipe pour faire les choix judicieux. Et c'est là le problème à un moment donné. C'est qu'il faut, sur ces types de situations, que ce soit la demi-centre tout à l'heure, que ce soit l'arrière droit maintenant, il faut le joueur qui joue juste et qui ne se trompe pas dans ses choix de sortie de balle. Bien. Il faut absolument que, par rapport à ça, vous acceptiez d'y passer du temps à l'entraînement. Ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Ce n'est pas uniquement en le montant au tableau noir à vos joueurs, d'autant plus si vous n'êtes pas avec des joueurs de haute performance, que ça va arriver tout seul, quoi. Ça nécessite d'y passer un peu de temps. Par contre, essayez de réfléchir de votre côté combien de temps vous passez à l'exploitation du jeu de 6 contre 5, quel est le pourcentage de temps d'entraînement que vous y passez. Et à mon avis, il ne doit pas être très, très important le temps sur l'ensemble d'une saison. Et je pense que ça mérite vraiment d'y réfléchir compte tenu de l'évolution du jeu au jour d'aujourd'hui. Le jeu à 7 contre 6 en attaque. Alors, juste pour mémoire, je vous rappelle qu'à un moment donné, vous voyez ici la petite joueuse qui se trouve ici, qui a donc mis une chasuble. Hein, ça, c'est avant 2016. On doit être en 2015 ou quelque chose comme ça. C'est sur un championnat du monde. Et donc, juste pour l'anecdote, vous allez regarder ce qui se passe. Elles ont joué 20 à 25 minutes avec la chasuble en attaque sur ce match, hein, les Danoises. Voilà. Elle échappe le ballon, donc il y a une montée de balle. Voilà. La joueuse n'a pas eu le temps de sortir, donc c'est elle qui… Hop, pardon, faute de goût. On va y retourner. C'est très sensible. Voilà. La joueuse se retrouve dans le but. Elle n'a pas eu le temps de sortir. Décalage à l'aile. Et elle sort le ballon. Voilà. Donc, bien joué.
Ça se voit pratiquement plus puisque c'est ou but direct maintenant, puisqu'il n'y a plus de chasuble et que le gardien peut sortir, ou il y a changement qui s'effectue. Alors, le dispositif pour jouer à 7 contre 6, ça peut être 2 joueurs dedans. Très souvent, on retrouve ce type de dispositif-là avec un joueur dans l'intervalle 1-2 et un joueur dans l'intervalle 2-3 de l'autre côté. Et des entraîneurs ont travaillé là-dessus. Cette photo-là, ou cette image, elle a été prise en 2016, tout de suite après l'instauration du 7 contre 6. Et à mon sens, la France perd la finale des Jeux Olympiques parce qu'elle ne s'est pas préparée à défendre contre ça et que le Danemark a travaillé par contre. Il ne joue pas tout le match, mais il joue une partie du match comme ça. Et vous voyez qu'on est à 0-0, 1 minute 32, et d'entrée de match en finale des Jeux Olympiques avec une nouvelle règle. Ils ont préparé leur coup et ils vont jouer là-dessus pendant une vingtaine de minutes. Et ça va nous mettre dans le rouge et on va courir après le score pendant tout le match. Et nous, on n'avait pas du tout travaillé là-dessus pour plusieurs raisons. Un, parce que traditionnellement, on est sur une défense de type homme-homme et que donc, forcé de défendre en zone quand on est à 1 de moins parce qu'il faut se serrer tous ensemble du côté du ballon, qu'on a peut-être été présomptueux et qu'on s'est dit qu'on arriverait toujours à s'en sortir. Toujours est-il que ça nous coûte une médaille d'or, certainement, parce qu'on n'a pas réussi à s'en sortir. Et ça a été conforté, on le verra par la suite, pour le match contre la Belgique, où la France ne veut toujours pas sortir de ce postulat, ce qui nous a amené une grosse réunion en direction technique derrière. Et à partir de là, on a consacré du temps, au moins à la défense de ce type-là. Moi, je vous propose 2 solutions pour attaquer à 16 contre 6. Soit par un temps fort si vous avez un arrière latéral tireur. Donc, on va prendre le cas des Danois là, en question, puisqu'il y a Hansen qui joue là, qui est tireur, mais qui est aussi un redoutable passeur. Soit par un temps fort du demi-centre. Et donc là, j'ai pris le match de la Belgique avec votre petit demi-centre qui a montré un petit peu toute la palette et tout ce qu'il était possible de faire dans un match. Maintenant, vous avez 2 possibilités que vous pouvez rencontrer en face de vous. C'est soit vous allez rencontrer un dispositif en 0-6 qui va certainement se mettre en système zone, c'est-à-dire chercher à se serrer du côté du ballon pour ne pas être en sous-long, soit vous allez rencontrer un dispositif 1-5 avec un système zone également qui est plus rarement utilisé. La France l'utilise en particulier maintenant. Alors, on va commencer donc attaque à 7 contre 6 face à un dispositif 0-6 avec un tireur fort qui est ici. Et on va voir comment ils s'en sortent. Alors, le temps fort est toujours mis par ce joueur, voilà, qui regarde, excusez-moi, qui regarde ce qui se passe. Si c'est le numéro 3, le pivot est entre numéro 1 et numéro 2. Si c'est le numéro 3 qui vient, comme ici, il sort la balle sur le demi-centre et on a un 4 contre 3 là-bas. Si c'est le numéro 2 qui vient, il va chercher à exploiter ce secteur-là. Et si personne ne vient, eh ben, il va tirer. Donc, on va regarder ce qui se passe ici. Il donne la balle au milieu. Et à partir de là, ben, c'est obligé de compenser. Et on se retrouve avec une situation de 2 contre 1 à droite. Et voilà, avec des ailiers très forts tireurs. Donc, c'est craignos un petit peu pour l'attaque. Donc, première solution, sortie de balle en décalage. Fabregas has gone in between them on the left-hand side, while in front of Mats Manson, Dipanda. Voilà. Une nouvelle fois, tout le monde respecte un petit peu sa tâche, ses timings d'engagement. Deuxième situation, on a toujours les mêmes joueurs. Il faut un petit croisé, là, c'est histoire d'amuser la galerie. La balle revient. C'est le numéro 2 qui vient. Immédiatement, comme c'est le numéro 2 qui vient, on se retrouve avec un pivot qui est tout seul face au gardien et qui marque le but derrière. Donc voilà. Vous voyez que la France ne se panique pas trop parce qu'ils sont à 5-4 après 8 minutes. Donc ils se disent, OK, on prend des buts, mais on en marque. Pour l'instant, il n'y a pas le feu. Assume the 5-2 attack that they've been doing against the French. It's a statistics number. You work on the basis that you'll be caught out less times and you will score, and it pays and everything is played. Lovely little ball in from Hansen and OK. Troisième situation. turned over. Il attaque. C'est le numéro 3 qui vient. Il lâche le ballon. Il n'y a pas de solution. Ils ont réussi à compenser un petit peu. Il renverse. Et c'est le tireur fort qui a réussi, cette fois-ci, à entrer dans les 9 mètres. C'est pour ça qu'il faut un tireur fort.
Si vous n'avez pas le tireur fort arrière gauche, ce n'est pas trop la peine de faire ça parce que les numéros 2 et les numéros 3 ne vont pas avoir envie de sortir, ils vont rester plats et donc ça ne pourra pas fonctionner. Allez, temps fort ici, hop, ça ne marche pas, renversement et tir. Alors, ensuite, on va voir comment ça se passe. Alors cette fois-ci, pardon, ils ont changé l'arrière gauche, ils font une espèce de croisée et c'est toujours le tireur fort qui fait le choix, mais ils travaillent avec un renversement et un blocage du pivot sur le numéro 2 pour aller jouer sur un 2 contre 1 de l'autre côté. Mais c'est toujours ce tireur fort qui choisit. Et vous voyez que la France ne réagit toujours pas, ne change pas d'option. De toute façon, elle n'a pas trop le choix puisqu'elle n'a pas travaillé dessus. Mais on est à 6 contre 6 dans le match. Hein. On est maintenant à 7-7. Donc, situation suivante. Voilà, temps fort. Numéro 2 et numéro 3 viennent parce que ça tire fort et qu'il est à 9,50 m, 10 mètres et qu'il est capable de marquer. Là. Passe de décalage. Renversement. Ça ne marche pas. Ça revient. Retemps fort. Redécalage. Et c'est le demi-centre qui a réussi à se rapprocher cette fois-ci. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est toujours le même qui met le temps fort, c'est toujours le tireur fort. Ça ne marche pas, lui il patauge un peu, ça ne marche pas, donc il faut une circulation de balle sur la base arrière. Pardon. Et c'est de nouveau lui qui remet un temps fort, voilà, pour intégrer les deux joueurs. Voilà. Alors, situation suivante. Temps fort, c'est le numéro 3 qui vient, décalage donc. C'est l'autre numéro 3 qui vient, passe au pivot, tire. Donc il faut un arrière-gauche tireur avec beaucoup de clairvoyance qui choisit essentiellement tire, passe de décalage sur le demi-centre ou passe au pivot. Et après, il faut un demi-centre qui a un petit peu de clairvoyance pour savoir s'il doit tirer, renverser ou jouer avec le pivot de son côté. Ensuite, le demi-centre, de temps en temps, est capable d'envoyer directement sur l'aile. Bon, il y a un gardien de but, mais vous voyez qu'au score, on est qu'à 9-8 toujours. Alors, on se résume. On va passer au deuxième cas. Là, il vous faut donc un joueur tireur arrière-gauche avec de grandes qualités de perception, d'abord qu'il soit tireur, ensuite avec de grandes qualités de perception et qu'il soit capable d'analyser comment défendre le numéro 2 et le numéro 3 qui sont de son côté, en fonction des réactions du numéro 2 et du numéro 3. Si c'est le numéro 3 qui vient, il faut décaler le demi-centre. Si c'est le numéro 2 qui vient, il faut jouer sur le pivot ou renverser sur l'ailier de son côté si le numéro 1 est venu fermer. Et après, il faut que le demi-centre soit capable d'enchaîner ses actions en fonction des réactions de la défense. On va passer au deuxième cas, c'est le choix pour l'entraîneur de choisir de jouer avec un demi-centre. Il faut que ce demi-centre soit quand même capable de tirer à 8 mètres, 8 mètres 50, s'il a ses options. Donc, on a ici cette option-là, tirer à 8 mètres. Il faut qu'il soit capable de jouer avec un des deux pivots, de ce côté-là. Ici, vous avez vu cette fois-ci, dans le dispositif, le pivot être entre le 2 et le 3 ici, et entre le 2 et le 3 ici. Et il faut qu'il soit capable de lâcher des ballons dans les extérieurs, dans cet intervalle-là. On va le voir sur les images, dans cet intervalle-là, ou de jouer directement sur des passes vers ses ailiers, à droite et à gauche, si le numéro 1 viennent défendre sur lui. Alors, on va voir une première situation. Vous avez le commentaire en flamand. Voilà, vous voyez que les deux pivots sont positionnés. La circulation de balle se fait essentiellement sur la base arrière. Voilà. Excusez-moi. Donc, les trois arrières échangent le ballon, en fait. Et quand il y a un espace où il est à 8 ou 9 mètres, il est capable de tirer
et de marquer. Bon. Frankrijk die fysiek zo sterk is dat we daar de uitdaging niet moeten aangaan. En we moeten vooral proberen op tactisch vlak iets slimmer uit de hoek te komen. Maar goed, het is zeer risicovol natuurlijk. Inderdaad, hier moet er enorme efficiëntie... Voilà. Deuxième possibilité. Ja, en als speler weet je natuurlijk die... Être capable de décaler les arrières latéraux, donc fixer, échange de balles sur la base arrière, ouvrir les yeux et décaler l'arrière latéral gauche. Parce que le numéro 2 de défense, là, est scotché par le pivot et attiré par le pivot. Il a peur qu'il y ait une passe au pivot, donc il est en retard. L'ailier ne sait pas trop ce qu'il doit faire, le numéro 1, et donc ça ouvre complètement l'espace. En als speler weet je natuurlijk, die moet ik absoluut maken en dat zorgt voor extra stress. Avec la balle ne va pas sur les ailes, elle reste sur la base arrière. Et c'est le demi-centre qui fait les choix qui lui semblent les plus appropriés. Donc toujours même principe. Là on est en préparation, l'ailier va se mettre au fond et ils vont échanger la balle tous les trois. Voilà. Hop. C'est la même de l'autre côté. Avec un but. Donc on va la repasser. Een shotkracht van op afstand die levensgevaarlijk Voilà, is. il va lui parler, je suppose qu'on est presque sur du jeu programmé. Rechterhoek bij de Belgen. Op links vinden we dan... Voilà. Ensuite. Heel grote ploeg de Fransen. Ja, ik heb het opgezocht. Van de 18 Je vais peut-être faire spelers comme in de ça. selectie zijn er 5. Voilà, voilà. Donc là, il est capable de passer la balle au pivot. De selectie zijn er... Le pivot glisse derrière le numéro 2. C'est le numéro 3 à droite qui est sorti. Donc ça ouvre l'espace ici. Le numéro 2 ici est embêté parce qu'il ne sait pas trop s'il doit suivre ici, auquel cas ça va ouvrir complètement le 2 contre 1 de ce côté-là. Donc il est en situation difficile. 15, groter dan 1,90 meter. Maar hier... Ok. Alors, ensuite. Van deze wedstrijd ook begonnen zijn. Ja, de assistent van Le tir ne fonctionne pas. Ze zijn pas vorige Jeu zondag sur la base arrière. om deze Et il passe la balle entre les jambes du twee défenseur wedstrijden voor te pour le bereiden. pivot De kijk van Koos. qui marque. Voilà. Ja, Cette fois-ci, goed de ruimte gezocht daar ingevat. cette fois-ci, Dat il is est ook wel capable goed. de renverser directement sur l'ailier gauche. Et pourquoi il renverse sur l'ailier gauche? Parce que le numéro 1 de défense, à droite, là, on a marre de se faire prendre dans l'intervalle 1-2, on est en deuxième mi-temps. Et donc, eh ben, il sort sur la trajectoire et donc ça ouvre l'espace pour l'ailier. Encore faut-il être capable de faire la passe là-bas. Et là-dessus, Karimi a été très bon sur ce Goed de ruimte gezocht daar ingevat. Was ook al goed in Noorwegen. Maar vandaag... J'aurais pu trouver les mêmes situations avec d'autres équipes. Bon, comme je fais une intervention sur la Belgique, j'ai choisi un match de la Belgique, mais je pouvais trouver les mêmes images faites par d'autres équipes. Tweede pivot plaatsnemen. Alors, on a changé le demi-centre. Hein, c'est Tom Robbins, là, qui joue. Voilà. Et il choisit donc, vous voyez que cette fois-ci, dans cette deuxième mi-temps, on le verra tout à l'heure dans la défense à 7 contre 6, hein, mais les ailiers français ont choisi de jouer sur des dissuasions, sur des interceptions, sur les passes du demi-centre aux arrières latéraux. Dans ces cas de figure-là, il faut que les demi-centres soient capables de lire le jeu et de sortir la balle où il faut. Alors, cette fois-ci, on attaque avec un défenseur qui est avancé, parce que les Français en ont marre de prendre des buts, là. Donc, ils choisissent de défendre sur un dispositif avec un joueur devant, 5 derrière, mais il reste en zone. Et là, logiquement, voilà. Logiquement, on a un 3 contre 2 sur un côté, parce que pendant que la balle, elle va revenir un petit peu en arrière, là, voilà. Lorsque la balle est sur la droite, le numéro 3 de défense. Calme-toi, toi. Le numéro 3 de défense, le numéro 3 bas, forcément est obligé de venir du côté du pivot.
Pourquoi il ne veut pas rester, lui? Et donc, le temps qu'il revienne de ce côté-ci, on a un 3 contre 2 sur ce secteur-là à exploiter. Je regrette juste là, je ne veux pas donner des conseils de loin, mais moi, j'aimerais que ce demi-centre-là, il fixe plus par ici pour faire venir ce joueur-là, pour vraiment dégager la partie de 3 contre 2 de ce côté-là. Bon, ça passe suffit sur l'engagement pour jouer le 3 contre 2, mais ça mettrait encore un temps de retard. Le fait de fixer, sans se faire attraper, en gardant la possibilité d'une sortie de balle ici, fixerait ce numéro 3 encore plus longtemps dans ce secteur-là, parce que le ballon restant dans ce secteur-là, il serait obligé de rester là. Et là, les deux ici seraient encore plus en difficulté. En zal komen dreigen. De sterke is dat hij ook kan shotten daar. Bien. Alors. Fransen die... On va voir la suite. Toujours échange de balles. Il se fait attraper. Par contre, là, on peut constater que le travail du numéro 3 bas est intéressant. Et il sort très vite et il attrape. Et c'est fini. Proportioneel lange armen. Zit er snel tussen. Là, voilà. On retrouve la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les numéros 1 de défense ont tendance à vouloir jouer entre deux zones pour gêner cette passe latérale vers l'arrière latéral. Et donc, ça ouvre à partir de là l'espace extérieur. Alors, on va passer maintenant à un autre chapitre qui est lorsque vous avez un joueur qui est pris en strict, en individuel, qui peut vous poser problème lorsque votre meilleur joueur tireur, par exemple, qui vous marque beaucoup de buts, se fait prendre en strict. Vous avez plusieurs options. Je vais passer vite parce que ce sont certainement des choses que vous connaissez, mais je vais vous montrer quelques adaptations intéressantes peut-être en vidéo. Soit vous laissez le joueur au milieu du terrain et il se débrouille à 5 contre 5 pour trouver des solutions. Soit vous faites rentrer le joueur en deuxième pivot à 6 mètres et vous jouez à 4 autour et 2 joueurs dedans. Soit le joueur en strict essaie de se démarquer sans ballon. On va voir une image tout à l'heure. Soit on peut essayer de débloquer ce joueur par un partenaire et on va essayer de voir comment. Alors, j'ai pris quelques anciennes images, n'ayez pas peur. Vous allez voir ici, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur la résolution du problème. Donc, ils sont à 5 contre 5. Et donc, il y a un joueur qui est isolé ici. Eh bien, il va aller simplement le défier pour le déborder. Ça, c'était le handball des années 2000. OK ? Au jour d'aujourd'hui, on serait plutôt sur cette même situation avec... Il y aurait peut-être ici, entre un joueur ici, un croisé sur ce secteur-là pour attirer ces joueurs-là dans ce secteur-là, pour isoler complètement ce défenseur-là, pour aller travailler dessus. Hein, on trouverait une solution soit sur du bloc ici, soit sur quelque chose pour vraiment faire venir ce numéro 3 ici, à côté du numéro 2, de façon à complètement isoler ce joueur pour aller attaquer dessus. Alors, pour se démarquer, on a dit que la deuxième solution, c'était peut-être que ce joueur qui va être pris en strict là, arrive à se démarquer. Eh bien, on peut essayer de le faire, se débarrasser de son adversaire sans ballon par une induction. Et vous allez voir ce qui se passe ici. L'ailier gauche qui est ici va rentrer à l'intérieur, ce qui va dégager l'aile parce que ce joueur va venir dans ce secteur-là. Et ce joueur-là va jouer sans ballon une induction intérieure-extérieure et on va avoir une passe dans l'aile à rebond derrière le défenseur. Voilà. Voilà. Donc, il y a une stricte. Le porteur du ballon, André Golic, va faire une passe derrière le défenseur. Il n'y a plus de numéro 1 de défense puisqu'il a été aspiré par l'entrée de l'ailier gauche. Et donc, on retrouve Fernandez sur un tir à 6 mètres. Alors, des anciennes images aussi. J'ai une vidéothèque qui est relativement remplie. Et vous allez voir comment on peut débloquer le joueur pris en strict. Vu par les Norvégiens. Il y a un départ d'Elière, ici. Mais elle ne va pas rentrer jusque dans la défense. Elle va revenir pour bloquer. Le porteur de balle va pouvoir se rapprocher, ce qui va libérer quelqu'un pour aller au-dessus. Voilà.
Vous allez voir maintenant, beaucoup plus moderne, ça c'était il y a 1 an à peu près, c'était sur un championnat du monde ou championnat d'Europe, je ne sais plus, championnat du monde parce qu'il n'y a pas le sigle HF. C'est les Roumaines. Donc vous avez une joueuse qui s'appelle Neagu ici, qui très souvent est prise en strict. Donc ça, c'est une situation qu'on utilise depuis très longtemps. J'utilisais ça avec Célesta dans les années 90, moi, donc c'est pas tout neuf, mais c'est encore utilisé de nos jours. Donc, ici, c'est cette joueuse qui va aller débloquer. Le signal, nous, ce qu'on faisait à l'époque, c'est cette joueuse dribble, c'est le signal pour tout le monde qu'il va y avoir un déblocage. En fait, cette joueuse va passer la balle à l'arrière droite, va aller débloquer, va aller bloquer cette joueuse-là. Cette joueuse va se sortir du blocage, elle va recevoir la balle de l'arrière droite et va donc se retrouver de nouveau en situation de pouvoir se rapprocher pour tirer ou enchaîner quelque chose. On évite au maximum, enfin le conseil que je peux vous donner, si je puis me permettre, évitez au maximum les blocages où un joueur vient avec le ballon. C'est un nid à perte de balle. Le joueur vient avec la balle, veut donner la balle au joueur qui est pris en individuel, et 2 fois sur 3, où la balle tombe, où le blocage est mal fait, il y a une faute de blocage, et vous perdez le ballon. Il vaut mieux aller débloquer sans ballon. Donc elle donne la balle, et là, elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur où est-ce que je vais aller bloquer. Quant à elle, elle repousse avec ses bras le défenseur, et elle va se sortir de là. Alors, là, pareil, je lui passerai une tombée parce qu'elle n'a qu'une chose à faire, c'est se mettre sur la course de la joueuse et vous allez voir qu'elle ne s'y met pas bien. À la limite, elle pourrait se faire siffler par les arbitres. Mais l'espace est quand même gagné par la tireuse. C'est une très forte tireuse. Et comme c'est une très forte tireuse, savent que si elle laisse arriver Neagu avec un pied ici dans les 9 mètres, ça va faire filoche à chaque fois. Donc la numéro 3 sort et le pivot se retrouve tout seul pour aller tirer. Regardez le temps quand même, 19h, ça va, je suis bon. Ici, autre solution que je peux éventuellement vous proposer, elle est un peu plus complexe, c'est éventuellement de sortir le pivot, faire rentrer le joueur pris en strict et faire rentrer un autre arrière latéral à sa place et regarder ce qui se passe. Bon, s'ils maintiennent la strict sur un autre joueur, vous êtes encore plus dans la panade parce que vous vous retrouvez avec un pivot qui n'est pas un pivot. Donc, ce n'est pas forcément une solution intéressante. Par contre, si il lâche la strict à ce moment-là parce que votre joueur est rentré dedans, vous aurez un jeu peut-être plus facile. Je suis ici dans le cadre où il y a 2 stricts, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc, il y a 2 stricts. Dans ce cas-là, peut-être faire rentrer un joueur en pivot, faire sortir ce joueur-là, rentrer un joueur-là et vous vous retrouverez dans le cas où il n'y a plus qu'un joueur en strict. Je vous invite à ne pas faire rentrer le gaucher que vous avez là, parce que si vous faites rentrer le gaucher, vous n'aurez plus le gaucher sur la base arrière. Donc, ça va être compliqué. Il vaudra mieux sortir le pivot et rentrer un joueur là, en espérant que vous êtes du bon côté du banc pour qu'il puisse rentrer sur le côté le plus court. Je ne sais pas si j'ai été très clair là, j'espère. Sinon, s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas, on n'hésitera pas à y revenir. Alors, moi, le conseil que je vous donne quand vous avez 2 stricts, moi, j'ai travaillé là-dessus longtemps j'avais ouvert le centre de formation de Montpellier à l'époque. Et très souvent, on rencontrait ce genre de choses parce qu'il y avait 2 joueurs sur la base arrière qui étaient intéressants. Je jouais avec un dispositif avec 4 joueurs autour et 2 joueurs pris en strict que je laissais loin du but. Et la balle, elle reste uniquement sur ces 2 arrières. Alors, j'ai eu ces problématiques-là rencontrées avec Montpellier également à l'époque, puisque j'entraînais avant Patrice Canaillé sur Montpellier. Et quand j'avais ça, je cherchais mes 2 meilleurs joueurs de duel ici. Ces 2 joueurs-là, interdiction de revenir vers l'intérieur. Sinon, ils favorisent le regroupement des 4 joueurs. Là, ça va resserrer les espaces et ça va poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc, 2 joueurs forts, tireurs dans les ailes. Ici, je mettais Greg Anctil, qui normalement était un ailier, mais qui était très très fort sur le duel 1 contre 1. Et ici, j'utilisais en général Villeberger, qui était un joueur qui pouvait tirer, mais qui pouvait aussi déborder. Et donc, ces 2 joueurs échangent le ballon, et il y en a un des 2 qui va aller travailler sur un duel. Le terrain, il fait 20 mètres de large. Si les ailiers sont vraiment très écartés, il va y avoir des espaces monstrueux entre les joueurs. C'est une situation qu'ils ne peuvent pas tenir très longtemps. C'est quasiment injouable en défense si vous avez 2 joueurs forts dans les duels. Donc, ce que ça donne derrière, si le duel il est sur l'arrière gauche ici, si l'arrière gauche déborde vers l'extérieur, il gagne le duel, il tire, ça ferme ici, il décale.
Donc, le choix n'est pas très difficile. Lui, il va essayer d'attirer un petit peu le joueur par là pour ouvrir cet espace-là. Donc, il fait venir le numéro 2, il transmet sa balle et lui, il va travailler sur le duel. Il déborde par là, il peut tirer, il tire, il ne peut pas, il décale. S'il déborde par là, il peut tirer, il tire, sinon il va décaler de ce côté-là, on se retrouve sur un 2-1 sur le côté droit. Si vous réussissez les 2 ou 3 premières attaques à transpercer la défense, en général, ils n'insistent pas trop et ils essaient de trouver une autre solution. Bien, la défense à 6 contre 5. Alors, elle est de moins en moins fréquente. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps puisque la plupart des équipes font le choix, lorsqu'ils ont un joueur exclu, de sortir le gardien de but et de rentrer un 6e joueur pour jouer à 6 contre 6. Par contre, je l'ai souligné ici, il y a un principe intangible sur lequel j'aimerais insister un tout petit peu, c'est que quand vous jouez à 1 de plus en défense, les numéros 1 et les numéros 2 de défense, on va l'appeler ailier arrière ou numéro 1 et numéro 2, ont interdiction de se faire battre à l'extérieur. Si l'ailier se fait déborder à l'extérieur, il n'y a plus personne qui peut aider. Si le numéro 2 se fait battre à l'extérieur, il y a systématiquement un 2 contre 1 et on est battu. Si on se fait battre à l'intérieur, il n'y a pas trop de soucis parce qu'il y a un numéro 3 ou au milieu, devant ou derrière qui peut toujours intervenir puisqu'on est un de plus. Bien. Plusieurs possibilités pour défendre à 6 contre 5. Soit avec un dispositif où on prend un joueur en strict et on défend à 5 en zone derrière. Soit un système à 5 contre 5 en homme à homme plus un libéraux. Je vais vous montrer une image derrière pour vous montrer comment ça fonctionne. Les Algériens étaient spécialistes de ce genre de truc. La France l'a fait aussi avec Claude Onesta dans les années 2005-2006. Soit on défend sur un dispositif 0,6 de type zone. C'est parfois utilisé lorsque on veut mettre l'équipe en face en refus de jeu. Ils sont un de moins. Alors je dis c'est de plus en plus rare qu'ils ne fassent pas rentrer un 6e. Et le fait d'être à 5, ils vont essayer de gagner du temps, mais les arbitres risquent de lever le bras assez rapidement. Soit on prend 1 ou 2 joueurs en individuel strict. Soit on peut jouer sur des intentions tactiques de défense. Je vais vous montrer ça après. C'est des images que je vous ai déjà montrées. Donc le premier dispositif et le premier système, c'est défendre à 6, comme ici, en étant serré autour du ballon et on se serre avec la balle au fur et à mesure du déplacement du ballon. Les 2 dispositifs suivants, c'est soit on prend un joueur, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est quelque chose que je pense que vous pratiquez, on met un joueur en homme à homme et 5 en zone, ou on peut défendre avec un dispositif avec 5 joueurs en homme à homme, vous les voyez ici, celui-là il est sur celui-là, celui-là est sur celui-là, celui-là sur celui-là, celui-là ici et celui-là ici. Et vous avez un joueur derrière ici qui joue, on appelle ça un rôle de libéraux, c'est-à-dire qu'il est toujours entre le ballon et le centre du but. S'il y a un joueur qui se fait battre sur son duel 1 contre 1, ce n'est pas très dangereux parce qu'ils savent qu'il y a une réchappe derrière. Il y a toujours le libéraux qui peut intervenir en seconde lame. Et par contre, on essaye de faire le minimum de fautes possible, premier temps. Si possible, ça ne va pas être le cas là, mais on essaye d'orienter les joueurs vers l'extérieur du terrain pour les mettre dans des situations complexes de tir, éventuellement avec un libéraux qui vient fermer, voire de les mettre en refus de jeu au bout d'un moment. Et on va essayer ainsi de récupérer éventuellement des ballons. Donc les Algériens jouaient beaucoup là-dessus. Vous voyez, on essaie de les emmener vers l'extérieur. Tout le monde est tourné pour les emmener à l'extérieur. Le libéraux qui est ici, il va aller du côté du ballon. Voilà. Donc il n'y a pas le feu au lac, chacun a un adversaire. Et là où il y a la balle, on a toujours le libéraux. Là, lui, il fait une faute. Il aurait dû avoir sa jambe droite avancée et fermer l'intérieur. Le libéraux est un petit peu en retard. Et il va revenir se repositionner. Lui, il est bien entre l'adversaire et le centre du but maintenant, donc il n'y a pas le feu. Voilà. Hop, pardon. On va laisser courir. C'est Greg Anquetil qui a l'habitude de ce genre de choses qui crée une situation, mais ils réussissent à refermer les espaces. Les intentions tactiques, eh ben, on s'est aperçu au bout d'un moment que les intentions des entraîneurs au départ, c'était de faire des fautes en espérant ne pas prendre de but à 1 de moins. Et petit à petit, notamment la France, a montré qu'on pouvait défendre sans faire de fautes, en mettant les adversaires soit en refus de jeu, soit dans des situations de tir compliquées, soit dans des récupérations de balles sous forme d'interception. Donc, on va s'apercevoir que tant que ce n'est pas dangereux, on ne fait pas de faute. Donc ici, il y a un joueur qui est dangereux, c'est Hansen, on le prend strict. Et après, toutes les opérations, c'est loin du but. Oh,
excusez-moi. C'est loin du but, on ne fait pas de faute. Voilà. Tout ce qui se fait loin du but, il n'y a pas de fautes qui se font. Voilà. Là, c'est loin du but, il n'y a pas lieu d'aller les chercher et de les perturber. C'est loin du but, il n'y a pas lieu d'aller les chercher. Ça se rapproche. Hop. Il tourne le dos au but, donc il ne peut pas tirer. On ne fait pas de faute, on laisse vivre la balle. Voilà. C'est un ailier. Voilà. On l'accompagne. On ne fait pas de faute. On ne fait pas de faute. Il est dos au but. On ne fait pas de faute. Il est loin. Il est très, très loin. On lève les bras, mais on laisse vivre la balle. Au bout d'un moment, les arbitres ils sont obligés de lever le bras. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Il est à 13 mètres du but et il finit par faire un tir avec un défenseur qui est à 10 mètres et qui est récupéré par les joueurs et on joue la montée de balle. Par contre, derrière, ils vont s'arrêter parce qu'ils sont sous nombre offensif, ils sont à 2 contre 4. On fait ici appel à l'intelligence tactique des joueurs. Et on essaye, nous, depuis quand même déjà pas mal d'années maintenant, puisque ça, c'est 2011, c'est donc il y a 10 ans, on a essayé de travailler sur ce qu'on appelait mieux défendre pour récupérer la balle. Apprendre à mieux défendre pour récupérer la balle. Ce n'est pas toujours neutraliser et faire des fautes, c'est essayer de jouer avec l'adversaire et de savoir quand c'est dangereux et quand ce n'est pas dangereux. Et n'utiliser la neutralisation que dans les moments où c'est dangereux. La défense à 1 de moins, ben, soit vous défendez avec un dispositif, vous avez 2 options d'organisation, soit avec un dispositif à 5 et vous vous serrez en système zone, soit de temps en temps, la France l'a fait avec Jackson Richardson à un moment donné, vous mettez un joueur devant qui essaye de perturber un petit peu l'attaque adverse. C'est pourquoi on faisait ça. Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la plupart des équipes à 6 contre 5 jouent sur du jeu programmé et que le fait de mettre un joueur qui vient un petit peu mettre la zizanie dans l'organisation collective de l'attaque adverse peut perturber l'attaque et mettre les joueurs en difficulté parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc, vous allez le voir ici. Et il est devant et il empêche les joueurs de s'organiser. Il fait un petit peu ce qu'il veut, il fait un petit peu n'importe quoi. Mais ils vont finir par récupérer le ballon. Bon, je l'ai fait courte là, mais c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. La défense à 6 contre 7. Jonathan, tu me dis quand je dois arrêter. Hein. La défense Oui, à 6 sans contre problème. 7. Pardon ? Non, vas-y, continue, Bon. on t'écoute tous. Ça va. Nécessité de préparer au mieux cette situation particulière parce que vous risquez de le rencontrer. La France l'a payé cher à ses dépens aux Jeux Olympiques, a failli le payer, ça ne coûtait pas très cher parce qu'il se serait qualifié quand même, mais le payer contre la Belgique à un moment donné. Si vous n'êtes pas prêt et si l'équipe adverse est bien entraînée sur ce jeu à 7 contre 6, ça risque d'être compliqué pour vous. J'ai été persuadé à ce moment-là, et c'est le discours que j'ai tenu en tout état de cause dans les réunions de DTN, que le plus souvent, les équipes qui se sentiront un petit peu en situation d'infériorité vont utiliser ce type de jeu programmé. J'ai eu une mission par l'IHF pour préparer le Congo, l'ex-Congo belge, le Congo démocratique, pour la préparation pour les championnats du monde en Belgique là, en 2021. Et c'est un conseil que je leur ai donné dans la mesure où ils étaient le dernier qualifié de l'Afrique pour ce mondial, c'était de vraiment passer du temps. Malheureusement, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué puisque j'ai dû travailler à distance, mais de passer du temps sur le jeu à 7 contre 6 s'ils voulaient surprendre des équipes comme l'Argentine éventuellement pour essayer de leur poser problème et de passer au deuxième tour, ce qu'ils ont d'ailleurs failli réussir à faire. Donc, il faut, à partir de là, soit vous défendez avec un dispositif 0,6, soit vous défendez avec un dispositif 1,5, mais toujours sur un système zone. Donc, on va regarder comment la France en est sortie par rapport à la Belgique. Des numéros 1 de défense, on l'a dit tout à l'heure, qui doivent être vigilants sur les trajectoires longues, notamment sur les passes demi-centre ailiers. Et on va voir comment ils sont dépatouillés. De aanval moet raak zijn, want anders bij recuperatie van de bal door de Fransen ligt het Belgische doel open. Kijk, voilà, daar meteen de interceptie van Abalo. En die moeten we kijken, waar komt die bal terecht op de paal. En dan Abalo. Deux choses sur cette situation, qui est un petit peu spectaculaire. Un, je vous rappelle que le match est gagné d'1 but par la France. Donc, cette excellente défense fait peut-être la différence parce que si la balle passe, il y a peut-être but derrière.
Et l'erreur défensive des deux défenseurs ici fait peut-être le but qui manque à la sortie. Donc sur la même action, on a une action de récupération de balle intéressante par la défense et on a une erreur de l'autre côté. C'est bien dommage. Bien, vous allez voir la même situation de l'autre côté. Voilà. Alors, on va passer. Vous voyez que les défenseurs ailiers ont tendance, lorsque ce demi-centre fixe par là, celui-là a tendance à sortir sur les deux trajectoires de balle. Et quand le demi-centre fixe de l'autre côté vers la gauche, c'est celui-là qui sort pour se mettre sur les deux trajectoires de balle. Elles ne sont pas faciles à attraper, mais... Et de nouveau, il y a un but à la sortie à la fin du match. Et ces deux ballons récupérés par les ailiers, alors à un certain moment, ils se sont troués, ils se sont fait transpercer, mais ces deux ballons qu'ils récupèrent là, ils font mal à la sortie, quoi. Alors après, il y a un gros travail dans ce que j'appelle les charnières numéro 2, numéro 3. Et il y a ici une grosse activité des deux joueurs en question, donc numéro 2 ici, numéro 3 ici, ou numéro 2 ici, numéro 3 ici, pour essayer de compenser l'infériorité numérique. Voilà. Vous voyez que ce joueur ici, il est condamné à contourner le pivot lorsque la balle va sur le demi-centre. Et ce joueur ici, il est condamné à venir sur le pivot lorsque la balle vient sur l'arrière gauche. Donc, s'ils ne sont pas bien coordonnés tous les deux, ça va être compliqué. Donc, vous allez avoir un gros travail d'entraînement sur du 4 contre 3 sur un côté, où il ne faut pas que la passe ici, elle puisse pas passer. Et si la balle vient là, il faut être capable de revenir rapidement pour se resituer à la fois le numéro 2 et à la fois le numéro 3. Et ça fixe. Donc là, ils sont bien liés, mais vous voyez que le numéro 3 de défense, là, numéro 3 à droite, il a déjà tendance à se dire, si la balle vient là, il faut que j'y sois, parce que sinon, si c'est lui qui vient, il y a un 3 contre 2 de l'autre côté là-bas, et ça va être compliqué. Voilà. Donc vous voyez que le numéro 3 qui était là, il est déjà revenu là. Et que le numéro 2, il a déjà contourné la passe au pivot possible ici. Et donc, il arrive à récupérer le ballon. On va y revenir un petit peu parce que c'est important, ça. Il faut vraiment qu'il y ait un gros travail d'entraînement sur la relation entre ce numéro 2 et ce numéro 3 du côté du ballon. Revenir, se replacer. Le numéro 3 va aller sur le demi-centre et le numéro 2 doit repasser devant le pivot. Et si jamais il y a un renversement, être capable de lâcher le pivot et de revenir sur le numéro 2. Donc, ça demande des jambes et ça demande aussi de la perception, de la lecture du jeu. Si vous défendez avec un joueur devant, c'est-à-dire avec un dispositif de ce type-là, avec un joueur avancé, dispositif 1-5, et ben là, c'est ce joueur-là qui va être hyper important. Là, c'est le 3 bas, parce qu'il faut absolument qu'il arrive à être très très vite en jambes, sinon ça va être compliqué. Vous voyez que là, il est obligé d'être du côté du pivot lorsque la balle est là-bas, donc il ne veut pas que la balle arrive, donc il est obligé de le contourner pratiquement. Quand la balle va revenir ici, on leur passera vitesse réelle après. Hein. Vous voyez, il est déjà en anticipation, mais avec sa main gauche, il doit pouvoir intervenir sur la trajectoire éventuelle du demi-centre au pivot. Et si le joueur attaque interne, il faut qu'il soit là. Donc, sa difficulté à lui, c'est qu'il est là à ce moment-là et qu'une seconde plus tard, il faut qu'il soit là. Et ça, c'est pas simple. Donc, on va le passer à vitesse réelle parce que là, sur les images arrêtées, c'est facile, mais... Ja, de Fransen die keuzemogelijkheden zat hebben, eigenlijk op elke positie. Voilà. Et c'est ça pour l'instant qui fait que Fabregas est un des meilleurs défenseurs du monde. Ja, Jeff Letters speelt dus in Frankrijk. In het team. Ce qui se passe ici. Il est côté ballon, côté pivot. Bij Sesson-Rennes. Voilà. Par contre, là, vous avez pu voir que le rôle du numéro 2 de l'autre côté, là-bas, Nguessan, il passe sa main pour que la balle ne passe pas.
Alors, il est obligé. C'est sûr que si la balle va sur l'arrière droit, là-bas, c'est mort. Hein. Mais si elle va sur le pivot, c'est mort aussi. Donc, il faut que vos joueurs ils apprennent à surpasser la position d'un pivot pour essayer de mettre une main de l'autre côté et passer de l'autre côté. Alors, toujours ce numéro 3. 3 bas ici. Il est du côté du pivot. La laatste halve minuut. 3 doelpunten het verschil voor il est du côté de du Red pivot. Wolves. Die een heel La balle vient sterke ici, ça eerste court intérieur, helft il est gespeeld là-bas. hebben. De Beulen. Et vous voyez qu'il est déjà là-bas. Kerimi, ook Il est in déjà een revenu sur le glansrol pivot. als verdeler. Bartosz Kadziora. Bon, voilà. Là, on est vraiment sur une activité vraiment de très très haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Là, il est sur le pivot. Là, il est sur le pivot, c'est normal, la balle est à droite. Là, il est sur l'arrière, il est monté à 10 mètres. Hein. D'accord ? La balle va sur l'arrière droit, il est déjà revenu sur le pivot. La balle revient ici, il est déjà sur le pivot de ce côté-là. La balle va au centre et il est déjà sur le tireur ici. Bon, il faut savoir que ce garçon, il a fait beaucoup de VTT, donc il a 3 poumons à la place du cœur. Il est capable de se déplacer comme ça à des vitesses pas croyables. Il joue dans la position centrale avec Luka Karabatic très souvent, qui est quelqu'un qui vient du tennis, donc qui a eu l'habitude, jusqu'à 17 ans, c'était un des meilleurs joueurs de tennis en France, donc il a eu l'habitude de se déplacer sur un court avec des changements de direction et des échanges qui pouvaient durer à certains moments relativement longtemps. Donc il est capable de se déplacer rapidement et de boucher pas mal de terrain. Donc à eux deux, ça tient vraiment de la place au milieu. C'est vrai que quand ils ne sont pas là tous les deux, c'est un petit peu plus problématique. Pour conclure, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit au départ. Hein. Donc, beaucoup de jeux à 6 contre 5, 3 à 5 exclusions chez vous ou chez l'adversaire. Du jeu à 6 contre 6 que vous pouvez mettre en place ou que vous pouvez rencontrer si l'entraîneur en face vous le propose. Une éventualité de prise en strict si vous avez un très bon joueur dans l'équipe, voire 2 joueurs pris en strict. Ça, c'est pour l'attaque. Pour la défense, jeu à 6 contre 5 si l'équipe adverse ne fait pas rentrer le gardien de but. Du jeu à 5 contre 6, vous risquez d'en rencontrer éventuellement parce que vous allez avoir des joueurs d'exclus. Et il est possible que vous soyez amené à défendre à 6 contre 7. Bon, il sera donc pour vous vraiment très important de préparer ces différents éléments parce que ça commence à prendre de plus en plus de place dans l'organisation pendant les matchs et que c'est le rôle de l'entraîneur de prévoir tout ça. Alors, il est clair que si vous n'avez que 2 entraînements par semaine, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour tous ceux-là qui sont, si parmi vous, il y a des gens qui écoutent et qui sont en Benelux, par exemple, qui sont à 5-6 entraînements, à mon avis, ce serait une faute professionnelle de ne pas consacrer du temps à ce type de situation. Un petit mot de Patrice Canaillé pour terminer, une parole de coach. Le jeu en supérieur numérique est une opportunité pour poursuivre un rapport de force favorable. Quand vous gagnez, c'est bien de pouvoir continuer à marquer des buts. Mais au contraire, ça peut aussi permettre d'inverser un rapport de force défavorable. Vous êtes à la rue pendant un match, ça peut vous permettre de recoller et de vous remettre dans le jeu. Mais attention à l'effet inverse, une supériorité numérique mal négociée peut renverser l'adversaire. Il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. Effectivement, si vous n'êtes pas capable de marquer à 6 contre 5, et c'était un gros problème pour la France ces derniers temps, ça peut rapidement devenir un problème pour vous parce que ça peut être des moments clés pendant un match. Voilà, j'en ai terminé pour cette soirée.